Fanatiki est né en 1992 à Pointe-Noire, en République du Congo. En 2011, il s'éprend de poésie en assistant, malgré lui, à un atelier de slam animé par l'association Atelier du Stylo Oblique Congo, alors qu'il flânait dans le hall de l'Institut français du Congo. En 2016, Fan quitte Pointe-Noire, s'installe à Brazzaville où il continuera à mener ses activités. En 2018, il trouve le temps de se renouveler dans des productions plus littéraires, produisant des nouvelles et des monologues. Dans la foulée, il entame l'écriture d'un roman auquel il consacre temps et énergie jusqu'en 2021. Il s'agit de Cave 72, son premier roman paru le 1er septembre 2021 aux éditions J.C. Lattès. Un roman qui lui vaut d'être lauréat du prix littéraire Voix d'Afrique, un prix initié par RFI, J.C. Lattès et la Cité internationale des arts. Finaliste du prix Les Afriques, initié par la scène littéraire édition 2022, et prix spécial du jury de la saison des lettres congolaises édition 2022. Nous le rencontrons à Brazzaville, cette ville qu'il aime tant et dont il a su transférer l'énergie dans son roman Cave 72. Bonjour Fanatiki. Bonjour cher Yvan. Merci de nous accorder un peu de ton temps pour nous parler non seulement de ce roman qui a eu, moi je dirais déjà au niveau de Brazzaville, je n'ai entendu que de bons retours par rapport à ce roman prix d'Afrique 2021. Je ne cesserai de le dire et de le redire tout au long de ce podcast parce que ce n'est pas tous les jours que je rencontre un prix Voix d'Afrique. Qui plus est, quelqu'un que j'ai rencontré il y a déjà pas mal de temps. Alors, Fan, il y a une question qui est presque générique pour ce podcast, c'est de savoir comment toi tu arrives à l'art. Alors ça j'ai envie de dire que c'est une question plus ou moins philosophique, surtout en ce qui me concerne. Mais on va essayer de remonter à la genèse de tout ça. Plus je réfléchis à la question, plus je me rends compte que mon initiation remonte de très loin. Je vois ma mère en train de jouer des disques de vinyle pendant qu'elle faisait son ménage. Donc elle chantait du franco, elle chantait du Pamelo Munka, donc de la variété de chez nous et aussi de la variété française. Donc tous les matins, j'étais biberonné à cela et c'était des grands textes que j'écoutais. Et c'est ce qui a fait, je crois, que je me prépare déjà à l'amour des beaux textes, à l'amour de la poésie, à l'amour des images. Et lorsque j'ai atteint un certain âge, notamment, on va dire 12 ans, il y a mon père qui, d'une manière aussi, m'a initié à la lecture en m'obligeant d'abord à lire les revues des témoins de Jéhovah. Et à l'issue de chaque lecture, je discutais avec lui, j'échangeais, il me donnait son avis. Je n'étais pas toujours d'accord, mais ça discutait. Et plus tard, il a disséminé des bouquins un peu partout dans la maison, sans pour autant nous dire « Allez les enfants, allez lire ». Non, non, non. C'est juste que quand il y avait des coupures d'électricité, on s'ennuyait parce qu'il n'y avait plus la télé. Donc pour s'occuper, on allait chercher les bouquins et on lisait. Et voilà comment est-ce que on est entré dans, disons, on a nourri un certain amour pour la lecture déjà. Sauf que lorsqu'on lit, on a tendance à vouloir reproduire aussi ce qu'on lit. Et donc dans cet élan-là, j'avais pris pour habitude aussi d'écrire certaines poésies, certains poèmes que je dédiais à des filles sur qui je fantasmais à l'époque, quand j'étais encore tout jeune. Comme j'aime à le dire, j'étais riche, jeune et insouciant. Donc c'était en classe de CE1, je me souviens, ça c'est pour la petite anecdote, je me souviens, il y avait... C'est quand même précoce à cet âge, oui, mais surtout l'écriture. Oui. Je ne dis pas l'amour des filles, l'amour des filles, ça tout âge. C'est normal. Voilà. Mais il le fallait bien parce que j'étais très timide. Donc je ne me sentais pas capable de témoigner de mes sentiments auprès d'une fille. Donc ce que je faisais, c'est que j'écrivais des petits bouts de poèmes comme ça, que je déposais incognito sur le table-banc sur lequel s'asseyait la jeune fille. Et quand elle se rendait compte qu'il y avait un mot écrit devant elle, elle lisait, et moi au loin j'assistais
j'observais sa réaction. Et quand elle a lu le papier, elle s'est retournée, elle a voulu savoir ça venait de qui. Et là, je me suis dit, ah mais tiens, apparemment, le texte lui a plu. Voilà. Et je me dis, voilà, c'est moi. Je lui dis, non, c'est moi. Et là, elle dit, ah mais il est beau ton texte. Je lui dis, ouais, mais je l'ai écrit parce que je t'aime. Elle me dit, mais non, tu peux pas m'aimer, toi et moi, on est amis. Je lui dis, mais ça fait rien, on peut être amis et puis s'aimer aussi, il n'y a pas de souci. Mais bon, je pense que les auditeurs vont comprendre la suite, ils vont deviner la suite. Je ne suis jamais sorti avec la fille. Et ça, c'était juste les débuts un peu. Et puis, beaucoup plus tard, il y a aussi le rap. J'ai fait du rap. Et même en faisant du rap, j'étais inspiré par des gens comme Cynic, que j'écoutais beaucoup, Jams. Je trouvais que leurs plumes étaient très profondes. Au moins, leurs textes, il y avait de la cohérence dans leurs textes et il y avait un message, quelque chose de concret. Voilà. Et j'aimais beaucoup les écouter. Et puis, il y avait aussi des gars comme Youssoupha, Kerry James. Mais des gens qui ont vraiment une aptitude au storytelling, en fait. Exactement. Et j'aimais énormément cela. Et du coup, je me suis lancé aussi, et ça a mis 16 ans, je me suis lancé dans le rap. Notamment, on avait fondé un groupe là dans le quartier qu'on appelait Nouvelle École. Donc avec des potes, on est allé en studio, on a produit 4 morceaux en tout. Et là aussi, je m'exerçais déjà à écrire des textes avec énormément d'images. Et d'ailleurs, c'était ça ma marque de fabrique, et c'était à ça qu'on me reconnaissait aussi dans le quartier. Et beaucoup plus tard, je suis tombé sur, donc toujours à mes 16 ans, je suis tombé sur Gustave Flaubert. Lorsque je le lis pour la première fois, donc c'est les 3 contes de Gustave Flaubert que je lis pour la première fois, et le texte me touche énormément. Et je me dis, tiens, c'est ça qu'on appelle écrire. Je fais des recherches sur l'auteur et je me rends compte qu'il a une bibliographie mais énorme et très importante. Il n'a que des classiques quasiment. Et je me mets à le lire. Et au fur et à mesure que je le lis, il me propose un autre regard de l'écriture. Et parallèlement, je faisais aussi mes premiers pas dans le slam. Donc, mon nouveau regard de l'écriture a énormément nourri ma façon à moi d'écrire aussi bien mes textes de rap que de slam. J'allais toujours dans la profondeur parce que je me disais que l'écriture, pour moi avant tout, c'est d'abord la profondeur et c'est aussi être capable de passer d'écrire sur un sujet banal, mais d'y apporter de la teneur, de la profondeur, quelque chose de très intéressant, de très vivant en fait. Et voilà comment est-ce que je me suis mis à écrire, à adopter cette technique-là, ce style-là pour écrire. Mais quand tu dis les lectures et tout, moi je suis un peu curieux de savoir comment est-ce que tu avais accès à toute cette bibliothèque, bref, cette lecture, parce qu'on connaît la pauvreté de nos pays quand on parle des livres. Oui, c'est vrai, et ça c'est une très bonne question. Parce que lorsque, à mes 16 ans, je tombe sur Gustave Flaubert, je suis chez mon oncle, puisque mon père est décédé, j'avais 10 ans. Et donc, c'est mon oncle qui devient mon tuteur, et il me prend sous son aile et chez lui. Donc, après le bac, à un moment donné, je ne fous rien, je suis oisif. Je passe mon temps à regarder la télé, et comme toujours, quand il y a coupure d'électricité, à un moment donné, il n'y a plus d'activité, il faut faire quelque chose. Ouais. Et dans ma chambre, il y avait en face de moi, du moins en face de mon lit, une commode qui était là. Donc ça faisait 3 ans que je vivais avec mon oncle. Mais durant ces 3 années-là, je n'avais pas eu la curiosité d'ouvrir cette commode. Et ce jour-là, je m'étais dit, ah mais tiens, il y a quoi dans cette commode? Et donc j'ouvre le tiroir et je me rends compte qu'il y avait un tas de livres. Et c'est là que je me dis, bon, je n'ai rien à faire, je vais chercher un petit bouquin parce qu'il y avait quand même des bouquins volumineux là qui m'intimidaient. Et j'ai vu un tout petit bouquin, je me suis dit, bon, celui-là, en 1 heure, c'est bon, je vais le... Et c'est là que je tombe sur Gustave Flaubert. Et Gustave Flaubert aussi m'a poussé à un moment donné à faire la rencontre d'un autre auteur que j'ai considéré aussi comme étant mon maître à penser, comme étant mon modèle. Et c'est Emmanuel Dongala, un Congolais aussi.
Et lui, il écrit magnifiquement bien. Il n'a pas beaucoup écrit. Hein, sa bibliographie n'est pas énorme, mais elle est de qualité. Et il est considéré comme étant parmi les plus grands auteurs africains. Ouais, il est puissant dans son écriture. Donc il y a lui et Gustave Flaubert, les deux ont vraiment nourri mon style à moi. Et voilà comment est-ce que voilà, je me mets à écrire donc des textes de slam, et puis petit à petit, je me rends compte que le slam ne me suffit plus pour dire certaines choses. Et comment ça? Parce que le slam obéit aussi à des contraintes. Donc il me fallait trouver un autre médium où je pouvais exprimer tout ce que je voulais, et tout en ayant accès à une liberté de propos, de forme, de schéma, de pensée. Voilà comment je tombe d'abord sur la nouvelle. Je commence à rédiger des nouvelles que je n'ai fait lire qu'à des amis. Et tout le temps, ils me charriaient, ouais, mais ta nouvelle, c'est de la merde, voilà, c'est de la foutaise. Mais Tu faisais tes âmes, en fait. Exactement. Moi, je me disais, bon, non, mais je suis en train de m'entraîner, quoi. Ouais. Et puis vient le jour fatidique, lorsque j'apprends... Non, je commence plutôt par écrire CAF 72, parce que c'est un texte que j'avais nourri dans ma tête pendant 3 ans. Et à quel moment j'ai eu envie de l'écrire? C'est pendant le Covid. Donc en 2020. Mais avant d'y arriver, j'aimerais bien comprendre comment est-ce que, en tant qu'auteur, on arrive justement à nourrir ou à écrire dans sa tête. Parce que j'ai rencontré beaucoup d'auteurs qui m'ont tenu cette expression-là. Je pense surtout au Malien Chap Touré, qui non seulement me l'a dit comme toi, mais aussi s'est mis à écrire pendant la période de la Covid. Oui, alors, je pense que chaque auteur a son petit, disons, à ses habitudes, à son petit schéma auquel il obéit quotidiennement. Mais en ce qui me concerne, comment est-ce que j'arrive à nourrir d'abord une œuvre mentalement, dans mon imaginaire, avant de la concrétiser? La pose d'art. Ça commence par ce que je qualifierais, moi, d'immaturité. Et l'immaturité me pousse justement à imaginer des choses qui vont au-delà du réel. Par exemple, lorsque je commence à imaginer des jeunes qui ont cassé le stylo, comme on dit chez nous, c'est-à-dire qui ont mis un terme à leurs études et qui ont décidé de s'en prendre au système, mais qui s'en prennent au système de la façon la plus absurde qui soit, c'est-à-dire ils sont dans un bar, ils se disent tiens, ce bar-là sera notre quartier général et on va y animer des activités culturelles et artistiques, et c'est leur manière à eux de faire un pied de nez au système. Il faut, de mon point de vue, il faut passer par une forme d'immaturité pour assumer d'abord ce fait-là, qu'on se mette à penser des choses irréelles, et pas forcément avec la volonté de les concrétiser sous forme de récits, de romans ou de nouvelles. Et une fois qu'on l'accepte, à ce moment-là, l'imagination devient encore beaucoup plus grande parce qu'on abat toutes les frontières possibles. On ne se dit plus, non mais je suis trop lucide pour penser de telles choses, ou encore je suis trop lucide pour me raconter des histoires à moi seul. Non, on abat toutes ces formes de pensée-là qui sont très réductibles. Et finalement, on se laisse envoûter par son imagination. Et une fois que l'imagination nous possède, finalement, on n'a plus de limite. On ne fait que penser, penser, penser. Et pendant qu'on pense, on ne se rend pas compte que c'est une œuvre que nous sommes en train de construire. Et c'est un peu plus tard qu'on finit par s'en rendre compte. Et c'est ce qui m'est arrivé pour CAF 72. Mais oui, dit justement, en écumant un peu, c'est un lieu de nuit à Brazzaville que tu as beaucoup écrit ou beaucoup pensé dans ces lieux-là, où tu t'es énormément nourri aussi de ces lieux-là, de vie. Oui, dans mon procédé d'écriture ou de création, j'ai tendance à associer le réel à la fiction.
Donc ma base à moi, c'est le réel. À partir du réel, je commence à imaginer toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, lorsque j'anime des ateliers d'écriture, je dis souvent aux gens que j'utilise ce que moi j'appelle les 3 R, donc le réel, la réalité et le réalisme. Et c'est ce qui nourrit ma technique d'écriture. Moi, j'ai rencontré l'un de tes personnages, Maman Nationale. Maman Nationale. Mais pourquoi est-ce que, justement, cet espace-là, le lampadaire, parce que quand on fréquente le lampadaire et on lit CAF 72, on peut facilement, dans notre imagination, se retrouver dans cet espace-là, dans le livre. Pourquoi cet espace en particulier, Fan? Parce que c'est un espace qui m'a énormément marqué. Avec des amis, au moment où on essayait de combattre un peu notre oisiveté, surtout pendant le Covid, on se retrouvait quand même au lampadaire. Et c'est un moment qui nous a poussé à aiguiser notre sens d'observation. Et c'est là que j'ai fini par comprendre que toute œuvre passe d'abord par l'observation. Et l'observation me pousse à apprécier le détail et à développer le sens même du détail et aussi à nourrir énormément de choses autour du détail. Voilà comment est-ce que je prenais pour habitude de me retrouver là, dans ce bar-là avec des amis. Et puis on se mettait à observer tout le monde, aussi bien la façon de parler, la façon de tenir la bouteille, la façon de faire glisser la bière dans sa gorge, la petite réaction qui suit après, la façon de décapsuler la bière et tout ce qui est interactif autour de nous, donc la façon dont ceux qui sont en face de nous interagissent à l'environnement et comment est-ce que l'environnement interagit aussi avec eux. Est-ce que c'est une façon de permettre aux gens de s'identifier, c'est-à-dire peut-être même de se reconnaître dans ce que tu écris, dans les personnages que tu mets en fait? Je pense qu'une œuvre littéraire est réussie lorsque un lecteur se reconnaît, même si l'œuvre ne s'appuie pas dans une situation géographique qui ne le concerne pas. Pour moi, à ce moment-là, l'œuvre est réussie. Si un personnage, disons si un lecteur réussit à s'identifier à un personnage, je considère aussi que cette œuvre-là est réussie. Et c'est pourquoi je donne énormément d'importance aux détails. Bon, c'est vrai que je n'en fais pas un fonds de commerce. Non, c'est juste que pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel à l'œuvre. C'est un peu comme, on va dire, le goût d'un mets, même si on peut concocter un plat sans sel, mais dès lors qu'on y met un peu de sel, ça amplifie le goût, ça apporte quelque chose, ça améliore la saveur. Tout à fait, je peux comprendre. Mais dis-moi, Fan, de quoi parle CAF 72 sans bien sûr spolier, hein, c'est juste le speech, le pitch du roman. Je me souviens lorsqu'on me posait cette question, j'avais du mal à résumer ce bouquin sans spoiler, mais à force, on a fini par retrouver, on a fini par... Exactement. Et donc, CAF 72 parle de 3 jeunes qui ont décidé de mettre un terme à leurs études parce qu'ils se sont rendus compte qu'au lieu de s'améliorer intellectuellement, c'était plutôt l'inverse, que l'université dans laquelle ils se retrouvaient les entraînait dans une forme d'absurdité et de bêtises. Donc, pour essayer un peu de se délivrer de tout cela, ils ont décidé de mettre un terme à leurs études et ont commencé à se convaincre que s'ils veulent apprendre des choses, il y a des bouquins pour ça. Et voilà comment, en décidant de mettre un terme à leurs études, ils commencent aussi à s'en prendre au système, qu'ils considèrent comme étant un système qui est là pour assujettir les gens, non pas pour les pousser à s'émanciper ou encore à les entraîner vers un bien-être. Et donc, pour combattre le système, ils commencent par tout renier. Ils disent on ne va pas travailler au compte de qui que ce soit. On va s'arranger à gagner des sous par nos propres moyens et tout en faisant ce que nous aimons faire et tout en étant nos propres patrons. Et voilà comment est-ce qu'ils se mettent à fréquenter un bar
Et régulièrement, il s'arrange, bien sûr avec la complicité de la tenancière de ce bar, il s'arrange à animer des ateliers d'écriture, des activités culturelles et artistiques tout le temps dans ce bar-là. Et ce qui fait que ces activités aussi animent en même temps le quartier. Et puis un jour, il se retrouve comme ça embarqué dans une histoire de complot. Et pour essayer un peu de comprendre comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, pour essayer de démêler un peu tout ça, ils commencent par mener des enquêtes. Maintenant, est-ce qu'ils finiront par ça? Je ne sais pas. Exactement. Mais je peux dire que tout ce que je peux dire aux potentiels lecteurs ou aux éditeurs qui nous écoutent, lisez ce bouquin, lisez ce roman, Cave 72, parce qu'il est très drôle, mais surtout parce que la fin surprend. Mais vraiment, on ne s'attend pas à cette fin-là. C'est un coup de génie. C'est pas juste pour me vendre. C'est un coup de génie. Dis-moi, Fan, c'est quoi pour toi écrire à Brazzaville? Ça, c'est une très bonne question. Pour moi, c'est en même temps obéir ou sinon se soumettre à un regard qui nous pousse à s'ériger en défenseur de certaines valeurs, en défenseur du bien-être de nos proches, de notre prochain. Et le bien-être de notre prochain, on le résume à quoi? À l'eau potable, à des moyens pécuniaires qui peuvent nous permettre de vivre décemment, et aussi à une autosuffisance alimentaire, mais le plus important, à la liberté d'expression. On doit être capable aussi de dire ce qui ne marche pas. Non pas juste pour s'en prendre au pouvoir, mais pour les conseiller aussi, pour leur dire, écoutez les gars, c'est vrai que vous volez un peu, mais dans le peu que vous volez là, vous pouvez aussi vous arranger à faire de sorte que nous nous sentions bien en tant que peuple. Et moi, je défends ces valeurs-là. Donc, écrire à Brazzaville, pour moi, incarne tout cela, parce que ça devient une forme d'injonction. Après, c'est aussi pour encourager la résilience dans laquelle on se trouve. Mais l'encourager, mais en même temps pour la fustiger. Pourquoi? Parce que c'est bien d'être fort. Mais cette force-là doit servir aussi à quelque chose. Cette force doit nous servir aussi à poser des actes qui vont nous permettre, nous, de conduire notre pays, pour ne pas dire le continent, à atteindre une certaine grandeur. Et moi, je suis de ceux qui pensent que tôt ou tard, l'Afrique sera très grande. Je suis de ceux qui le croient. Je ne serai peut-être pas témoin de cette grandeur-là, de cette émancipation-là, mais j'y crois. Et c'est pourquoi, en écrivant, je m'arrange à faire de sorte que les gens se questionnent sur leurs conditions. Je ne donne pas des leçons de morale. Non, non, non. Je m'arrange juste à faire de sorte que les gens se questionnent sur leurs conditions. Et si les gens pensent que, bon, ils peuvent vivre avec le peu de moyens qu'ils ont, tant mieux. Mais si on a qui se disent, ah mais tiens, on peut mener des révolutions aussi, voilà, pour changer. Mais est-ce que c'est pas dangereux d'écrire comme ça? Est-ce que c'est pas dangereux? Non, ce qui serait dangereux, c'est de ne rien faire. Je crois que ce qui serait dangereux, c'est de ne rien faire. C'est vrai que le danger, il est là, il est évident, parce qu'à un moment donné, il y a certaines forces qui vont vouloir nous faire taire, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, il faut quand même qu'on prenne la parole. Il faut quand même qu'on s'arrange à pousser les gens à se dire que la condition dans laquelle ils se retrouvent n'est pas fatale, qu'ils peuvent très bien s'en sortir. Non pas en faisant la guerre, mais aussi en procédant par mille et un procédés, juste pour pouvoir accéder à un certain bien-être, à une certaine émancipation. Et donc le danger serait de se taire, parce qu'on serait complice des forces qui s'arrangent à faire de sorte que nous demeurions dans la misère.
ceux-là, bon, puisqu'on parle des forces, donc celles-là qui s'arrangent à maintenir le peuple dans une paupérisation. Et ça, pour moi, ça, c'est hyper dangereux. Après, on doit aussi apprendre à se sacrifier. On a, pour exemple, le Burkina Faso, qui n'hésite pas à se lever quand ça ne marche pas. Donc je me dis qu'on peut prendre exemple sur eux, et peu importe le malheur qui pourrait m'arriver, mais si je peux permettre au moins aux Congolais de sortir de leur malheur, voilà, de prendre conscience. Alors, et du coup, K72, est-ce de la résilience ou de la résistance, ou un peu des deux finalement? Bon, ce n'est pas de la résistance, ce n'est pas non plus de la résilience, mais je dirais surtout que c'est une raison. C'est une raison de se remettre en question. C'est surtout ça, une raison de se remettre en question. En même temps, cette remise en question n'est pas forcément politique. Parce que je me dis qu'à un moment donné, il faut inverser le rapport de force qu'il y a entre nous et nos gouvernements. Et comment est-ce qu'on en arrive? C'est tout simplement en accomplissant des choses par nous-mêmes, tout en les ignorant. Par exemple, on peut combattre l'insalubrité avec nos propres moyens. Si je rassemble les gens, mes voisins du quartier, je leur dis, les gars, on peut très bien récurer le caniveau qui est là, on peut ramasser les saletés, aller les jeter quelque part, les brûler. On n'a pas besoin d'attendre que le gouvernement, voilà, vienne faire quelque chose pour ça. Mais après aussi, on paie des impôts pour qu'ils le fassent aussi quand même. On va arrêter de payer les impôts alors. Ok, mais dis-moi un peu, Fan, parce que quand j'écoute ton discours, les idées que tu défends, je me dis, ok, tu les as mis dans ce roman, mais comment faire rentrer ce roman-là chez le Brazzavillois moyen? Est-ce que tu penses à ça aussi? Parce que les idées, elles sont vraiment géniales, mais on connaît la place la place qu'occupe la lecture ou le livre dans le quotidien de nos peuples. Et cette place, elle n'existe presque pas. C'est une place qui n'existe presque pas. Oui, mais d'un autre côté aussi, je pense que ce qui semble apparent est quelquefois trompeur. Parce que je peux témoigner que les Congolais lisent, même si les gens prétendent que le Congolais ne lit pas assez, mais je peux dire au moins que le Congolais lit. Il suffit de voir l'engouement qu'il y a au CCF par exemple, donc je dis CCF, donc à l'Institut français. Il suffit de voir les fréquentations qu'il y a, le nombre de bouquins qui sont empruntés, et aussi au niveau des... Parce que, excuse-moi, parce qu'il y a aussi la question du déracinement. Parce que oui, nous lisons, nous pouvons lire, comme tu le dis, mais si nous lisons si nous avons accès à une littérature qui ne nous ressemble pas, qui ne raconte pas nos histoires, les histoires que tu racontes si bien dans 472, c'est encore la question du déracinement finalement. Mais comment ramener les livres de Yann, de Sony, de Chikaya, de Bembe, etc. chez le Brazzavillois? Oui, ça c'est le plus grand défi. Je crois que c'est le plus grand défi. Parce qu'encore à notre niveau, les livres édités, disons les livres produits par des Africains et édités en Europe sont très mal distribués en Afrique. En général, c'est très mal distribué en Afrique. Et même lorsqu'on parvient à mettre la main dessus, ça coûte excessivement cher. Par exemple, le K72 est vendu au Congo à 14 500 et je sais que le Congolais moyen ne peut pas se permettre de dépenser 14 500. Ce qui rend malheureusement encore le livre comme un objet élitiste. Exactement. Mais il y a des moyens de contourner tout ça. Par exemple, par des emprunts. Il y a des gens qui réussissent à s'organiser, à se dire, bon, le livre coûte telle somme, on va se cotiser pour pouvoir acheter ce livre-là et se le passer, voilà, peut-être par semaine. Donc j'aurai une semaine et ainsi de suite. Après, je passerai le bouquet à l'ami. Mais ça reste quand même une grande réflexion pour comment faire pour rendre le bouquin disponible, surtout ce qui concerne ceux qui sont écrits par des Africains. Comment les rendre disponibles? Ça reste encore une question existentielle.
mon éditrice, Anne-Sophie Stefanini, qui se bat d'ailleurs, elle veut qu'à un moment donné, qu'il y ait une édition locale. Ce qui ferait que le bouquin soit vendu, par exemple, à 2500 ou 5000 francs. Mais encore, l'autre problème, c'est que on n'a quasiment pas de maison d'édition ici. Et je dis quasiment pas parce qu'il n'y a pas de maison d'édition sérieuse au Congo, malheureusement. Toutes les maisons d'édition qui se font appeler maisons d'édition, de mon point de vue, ne sont que des imprimeurs parce qu'ils ne répondent pas aux réels critères d'une maison d'édition, parce qu'ils font du compte d'auteur. Donc l'auteur est obligé de payer pour pouvoir être édité, alors que c'est un modèle économique qui ne profite pas à l'auteur. Et ça, c'est dommage. Mais pour revenir quand même à quelque chose d'un peu plus joyeux, parce que ça serait dommage qu'on termine notre session sur ces problèmes-là, c'est que tu nous parles, CAF 72, Voix d'Afrique 2021. Comment tu reçois ou bien comment tu y arrives ce jour-là où on t'appelle pour te dire ça se passe comment, Fan? Oui, mais j'avais eu l'impression d'avoir satisfait mon bac pour une deuxième fois. Voilà. Parce que j'étais tellement heureux ce jour-là. Bon, disons que j'avais quand même tout donné pour me faire remarquer. Du moins pour que le manuscrit soit remarqué. J'avais tout donné. J'avais pris énormément de temps. Parce que lorsque j'avais appris par RFI qu'il y avait un prix littéraire qui était organisé et qui était décerné par RFI, je me souviens que j'étais encore à 30% de l'écriture de mon roman. Et je m'étais dit, bon, j'ai encore le temps. S'ils ont fait une première édition, c'est qu'il y aura une seconde, une énième, ainsi de suite. Je m'étais dit, je vais prendre tout mon temps pour écrire ce bouquin. Et l'année qui a suivi, j'ai encore appris l'annonce. Je me suis dit, tiens, j'ai presque fini, donc je peux toujours soumettre mon manuscrit. Et lorsque je le fais, je l'intitule, parce qu'avant, ça ne s'appelait pas Cave 72. C'était Cave 69 chez Orgy. Okay. Ça, c'est un titre... Bah oui, c'est très imagé. Voilà. Ouais. Et je le fais parce que je me souviens que pour moi, le plus important n'était pas de remporter le prix. Pour moi, le plus important était de me faire remarquer, qu'on me lise et que, même si je ne remportais pas le prix, mais qu'on se dise au moins que ce bouquin mérite d'être édité. Ouais. C'était ça le plus important pour moi. Mais il se trouve que le travail avait fini par payer et j'avais remporté le prix et en même temps une édition. Mais j'étais hyper heureux parce que j'avais crié, j'avais hurlé et jusqu'à me péter les cordes vocales. Et je me souviens, j'avais même embêté les voisins. Et il y en a qui étaient venus me voir pour me dire « Hey, gars, il y a un problème ou quoi ?» Je dis « Non, je suis heureux, je suis heureux. » Et du coup, qu'est-ce que ça apporte à un jeune auteur que tu es d'avoir un prix comme celui-là? Est-ce qu'il y a d'autres opportunités que ça ouvre bien Oui, c'est un prix qui nous ouvre au monde et qui nous met face aussi à la réalité, surtout quand on a la tête sur les épaules. Parce qu'on peut facilement être tenté, on peut céder à la starmania du moment. Parce que voilà, c'est nous la star du moment, on est sur quasiment tous les plateaux, tous les médias, voilà. Mais quand on a la tête sur les épaules, on se rend compte que le chantier ne fait que commencer. Et qu'on doit encore se construire, surtout quand on est un primo-romancier, on se dit qu'on doit encore se construire, aussi bien stylistiquement, artistiquement qu'intellectuellement. Parce que les trois vont de pair, surtout quand on écrit. Les idées qu'on a, il faut savoir les défendre. Et pour nourrir ces idées aussi, il faut se cultiver. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et voilà comment est-ce que j'ai pris sur moi J'ai vraiment pris sur moi et je me suis dit, même tiens, je ne vais pas me laisser aller à ce succès-là. Je vais continuer d'apprendre. Mais aussi les interactions que j'ai eues avec d'autres auteurs déjà expérimentés, voilà, discuter avec eux, les entendre parler de leurs livres, de leurs œuvres. Et ça m'a énormément nourri.
et aussi leur humilité. Voir comment est-ce qu'un grand nom de la littérature me parle à moi d'égal à égal. Et ça aussi, ça m'a énormément nourri. Donc cette humilité-là, je m'en suis vraiment imprégné. Et en même temps, c'est quelque chose qui marque. Ça nous marque et ça nous pousse à faire plus et à ne pas décevoir les autres. Parce qu'il y a énormément d'attentes après. Ouais, ça met la pression. Et ça met la pression. On t'attend au virage. Exactement. Donc j'en connais, moi, des gens qui m'attendent au tournant. J'en connais. Mais en même temps, c'est pour nous permettre aussi de nous transcender et de donner le meilleur de ce qu'on a. Parce que, qu'on le veuille ou pas, quand on écrit, on est appelé à respecter les lecteurs ou le potentiel lecteur. Et par respect pour eux, on veut être la meilleure version de nous. Et depuis, qu'est-ce qui tourne dans la tête? Est-ce qu'il y a de nouveaux projets? Oui. Alors, je pense que ça n'aura pas échappé aux auditeurs. Je prends beaucoup de temps pour écrire, puisque Cap 72, dans l'ensemble, m'a pris 4 ans. Et là, pour le second roman, on est à 4 ans également. On est à 4 ans. Et je peux dire que je n'ai pas encore terminé en plus. Je n'ai pas encore terminé. Mais il avance bien, il avance bien. Mais là, si tu peux nous dire, est-ce qu'il parlera de quoi cette fois-ci? Donne-nous quelques... Alors, de quoi patienter, quoi. Ce que je peux dire, c'est que il s'agit d'un enfant soldat. Oui, on peut se dire encore un enfant soldat, mais calmez-vous, calmez-vous. C'est une histoire qui ne va pas ressembler aux autres histoires. C'est une histoire qui se détache de toutes les histoires au sujet des enfants soldats qu'on a déjà pu lire. Il y a une particularité, une singularité là-dedans. Et parmi déjà ce qu'il y a de très différent, c'est le fait qu'on a une fille pour enfants soldats, mais aussi une fille qui va vouloir faire la guerre. Non pas qui va la subir comme dans toutes les autres histoires, mais qui va aller à la quête de la guerre, qui va vraiment rechercher la guerre. Et aussi l'histoire va se dérouler sur 2 pays. D'abord en Angola, qui va retracer rapidement les 27 ans de guerre de l'Angola, mais aussi au Congo-Brazzaville, puisque à un moment donné, lorsqu'il y a eu pause, si je peux le dire, lorsque les armes ont connu leur répit en Angola, ça s'est enchaîné aux pays voisins, au Congo-Brazzaville. Donc, c'est ce personnage-là qui va vivre ces 2 guerres et qui va se questionner aussi sur l'intérêt de la guerre. Et voilà donc l'essentiel du roman. Et c'est un roman d'apprentissage parce qu'on voit comment est-ce que le personnage grandit, comment il mûrit, comment il apprend des choses et comment il se construit aussi. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour ces moments, Fan. Merci de nous avoir accordé cette interview. Nous te souhaitons en tout cas beaucoup de belles choses pour la suite de ta carrière. Et c'est certain qu'on reviendra pour ce 2e roman en préparation. Merci. Et je nous le souhaite, qu'on se revoie pour parler de ce 2e roman. C'est certain. Je serai au rendez-vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.